Une nouvelle émission avec 2 invités. Je vous laisse la surprise. Waouh, mais c'est merveilleux. On y est. Waouh, bah écoute Thierry, c'est un jingle de feu ça. Je me sens tout Ophélie, je sais pas, ou non, Sarah, c'est quand même la plus intelligente de la bande quand même. Ouais, écoute, et moi j'ai été lui dire bonjour et elle m'a fait un cœur, comme ça. Enfin oui, c'est pas très radiophonique. Ça, c'est très radio. Mais elle m'a fait comme ça. Et donc voilà, donc j'étais vraiment très très content. Mais donc tu es un peu notre Sarah de l'après-midi alors Thierry. Voilà, c'est ça. Depuis que je me suis intéressé à Viva for Life et que j'ai appris qu'ils avaient des défis, etc. Et donc, par exemple, voilà ce qu'on peut entendre. Devinez combien elle a mis pour Viva for Life. Nous, notre rêve, ce serait de faire exploser le compteur. Ça, c'est sûr. De faire mieux que l'année dernière. 93 associations ont été aidées l'année dernière. Du coup, on compte sur vous. Combien elle a 300, mis à... 300, Plus. 400, Plus. 500, Plus. 600, Plus. 700, Plus. 800, Plus. 900, Plus. 1000. Le juste prix 1000 €, c'est juste dingue. N'importe Merci beaucoup, quoi. Anne. Des montants pareils, c'est juste dingue. Et ça nous va droit au cœur. Merci. Alors, on avait un défi. Vous savez, on avait un défi... Voilà, droit dans son cœur Thierry. Mais oui, c'est merveilleux quand même, un tel enthousiasme. On sent toute la fraîcheur, la pétillance de notre service public. Mais passons à la suite donc. Hein. Mais bien sûr, et donc maintenant on va démarrer une émission et on va prendre le temps pendant 1 heure de... Alors, je suis un peu étonné, je lis « Manger des bébés pauvres ». C'est ce qu'on a prévu Thierry. Oui, enfin moi pas. mais visiblement, je ne sais pas, à mon avis, c'est un peu comme dans la presse. Hein. Le titre, c'est quelque chose. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière le titre ? C'est toute la question. Eh bien donc, on va en parler avec nos 2 invités que je te propose de nous présenter. Mais voilà, donc bien nous avons Olivier de Ruine et Renaud Maas. Bonjour. Ça va ? Très bien. Et qui nous viennent tous les 2 de la Revue Nouvelle. Mais oui, tout à fait. Renaud, tu es directeur, Je suis rédacteur en chef de la Revue Nouvelle. Rédacteur en chef. Et Olivier est notre économiste attitré. Eh ben voilà. Et quel type de revue est-ce que c'est, Revue Nouvelle, si on devait la qualifier ? Oh, c'est une revue d'analyse sociopolitique, on aime bien dire ça comme ça. Ça fait un peu sérieux, c'est un peu compliqué, c'est pas mal. Ouais, c'est déjà une revue qui a de l'histoire, hein, quand même. Tout à fait, fondée en 1945. T'imagines quand même, quoi, le poids de l'histoire. Hein. Tout à fait, une des plus vieilles revues belges. Ouais. C'est pas rien. Mais attention, ce n'est pas qu'une revue, c'est également un site internet, une page Facebook, des blogs, plusieurs blogs, où on parle d'économie, de géopolitique, d'analyse de la réalité politique contemporaine, du langage également. Ça se diversifie, hein, c'est nécessaire, quoi, c'est ça. Mm-hmm. Il faut... Très bien. Et donc, l'abonnement à l'année, ça coûte combien ? Même pas cher. Même pas cher. On va dire 85 €, mais il y a une promotion de Noël pour l'instant, parce que voilà. Incroyable. On est très esprit des fêtes là. Eh ben voilà. Et combien de numéros ? C'est un mensuel ? C'est 8 numéros par an. Bon, on va arrêter là la promo. Hein, Oui, mais, sinon, comme ça, on sait avec qui on parle. On finira par leur demander s'ils font un coffret premium pour la nouvelle année, s'ils font l'intégrale revisitée, tout ça. Alors, on va démarrer alors tout de suite avec la première question. Viva for Life a planté son cube ici sur la Grand Place de Nivelles. Voilà, quel est votre regard, vous justement qui analysez la politique, vous qui analysez un peu notre société à travers la revue, quel est le regard que vous portez sur cette installation ? Olivier, Renaud. Ouais, je peux me lancer. Donc, moi, ça fait un petit bout de temps que je suis les péripéties de Viva for Life. J'ai déjà fait quelques débats avec le responsable de Cap 48, qui est en fait derrière l'opération Viva for Life. Et mon constat, c'est toujours le même. C'est qu'en fait, d'année en année, on repousse chaque fois un peu plus les limites du kitsch, du mauvais goût. Et aussi, on finit par ancrer parfaitement cette idée que la pauvreté est quelque chose de parfaitement inéluctable. Et c'est exactement ce que je disais tout au début de l'opération, c'est qu'en fait, ce type de grande messe de charité a comme conséquence assez logique, finalement, d'inscrire l'idée que... la pauvreté, elle existera toujours, il faudra toujours qu'on se mobilise. Et puis ça tombe bien justement parce que du coup il y aura des sponsors chaque année, et puis chaque année on pourra faire du chiffre, et puis chaque année de l'audience. Et
puis chaque année, on pourra aller un peu plus loin dans le ridicule des défis et rencontrer des personnes de plus en plus absurdes. Et évidemment, se déconnecter aussi des vrais enjeux. Hein. Donc, quand on voit des personnalités comme Jean Barbera vendre des espèces de post-it sandales, il faut déterminer le juste prix. On est très loin en fait d'un débat sur les causes de la pauvreté infantile, quel est l'état de la situation en Belgique. Enfin, voilà. Alors justement, quel est l'état de la situation en Belgique et quelles sont les causes? Olivier. Oui, merci. Il y a quelques mois, c'était en avril ou mai, il y avait une bonne nouvelle qui sortait à peu près sur tous les médias. Cette nouvelle étant que le taux de pauvreté en Belgique avait diminué entre 2014 et 2016. Donc très bien, hurrah, youpi. Bonne nouvelle. Oui et non en fait, parce que quand on regarde plus finement les statistiques, ce qu'on découvrait, c'était que la baisse du taux de pauvreté était imputable uniquement aux hommes. Il y avait 63 000 hommes pauvres ou en situation de pauvreté en moins sur 2 ans, mais le nombre de femmes en situation de pauvreté avait vraiment augmenté de même proportion. Et c'est particulièrement préoccupant parce que généralement, très souvent, ce sont les familles monoparentales qui sont en situation de pauvreté, les principales concernées, et 80% d'entre elles sont gérées par des femmes comme chefs de famille, avec un ou plusieurs enfants. Ce qui signifie que la pauvreté, même si le chiffre a diminué sur 2 ans, son ampleur, le phénomène est devenu beaucoup plus catastrophique. Parce que la pauvreté a des répercussions, pas immédiates, mais pendant des années, voire des décennies. Il y a une étude qui montre que les difficultés financières subies par les parents sont fortement ressenties par les enfants. Ça affecte leurs résultats, pas seulement scolaires, mais également en termes de maturité émotionnelle, en termes de comportement, etc. Et donc ça peut conduire à des problèmes de santé mentale lorsqu'ils atteignent un âge adulte. Donc la pauvreté infantile n'est jamais qu'une bombe à retardement, en fait. Donc c'est extrêmement préoccupant. C'est pour ça que des événements comme Viva for Life, ok, ça peut être bien ou pas, on peut en discuter, mais ce qu'il faut vraiment remettre au centre du débat, ce sont les politiques qui conduisent à ce que des familles, et en particulier les femmes, ne parviennent pas à sortir de ce type de situation. Alors, pour bien comprendre, tu dis la pauvreté donc voilà, a diminué, mais ça concernait les hommes. Au contraire, elle a augmenté dans les mêmes proportions pour les femmes. Est-ce que c'est une vraie augmentation ou est-ce que c'est simplement, elle a été rendue visible, quelque chose qui existait déjà avant? Quand on dit augmenter ou diminuer, c'est par rapport à quelque chose. En Belgique et dans l'Union européenne, on définit la pauvreté, ou les gens qui sont en situation de risque d'exclusion sociale, comme étant les gens dont les revenus ne dépassent pas 60% du revenu médian. Le revenu médian, c'est vous prenez une population, vous regardez le revenu qui permet de distinguer deux catégories de population, 50% gagnent moins, 50% gagnent davantage. Donc si le revenu augmente d'année en année, eh bien, on va indexer en conséquence donc, le seuil de pauvreté. Thierry ? Oui, donc moi j'essayais de comprendre un petit peu par rapport à cette pauvreté donc, qui se réduit mais à la fois qu'elle augmente, ça veut dire qu'elle devient plus concentrée, qu'elle perdure, c'est ça que tu voulais dire ? Oui, en tout cas elle se marque plus, elle devient plus genrée, j'ai envie de dire. Hein. Oui. C'est une pauvreté qui touche davantage les femmes. Est-ce qu'il y a un impact par rapport au fait qu'elle soit plus genrée et qu'on s'en occuperait moins par exemple ? C'est possible ça ? Qu'il y a un aspect, que ça devienne secondaire parce que c'est genré ? Moi, je n'irai pas jusque-là parce que ce serait une appréciation subjective de ma part et ça ne reposerait pas sur des faits. Mais c'est quand même assez troublant que la secrétaire d'État en charge de l'égalité des chances est une femme et en même temps la pauvreté des femmes augmente. Donc on aurait pu s'attendre à ce que naturellement elle soit plus sensible à ce type de problématique, mais ça ne semblait pas être le cas. Et rappelons-nous qu'avant elle, c'était Maggie De Bloch qui était en charge également de l'égalité des chances et que au cours de ces dernières années, la situation ne s'est pas améliorée, au contraire. Hein. Elle l'a un peu oublié qu'elle s'occupait de ça à un moment, probablement, Maggie De Bloch. Tout à fait. Ah je pense qu'on est assez d'accord. Ouais, mais non, il y a un concept libéral qui veut qu'on croit, ou on fait croire à tout le monde qu'on est égaux sur la ligne de départ et que le meilleur arrivera et donc il aura toute légitimité à être le premier. Quoi. Mais donc il y a bien une égalité des chances finalement libérale. Dans mon avis, Maggie s'est parfaitement souvenue. Oui, mais je crois qu'elle aurait dû s'en souvenir parce que la Belgique, le gouvernement fédéral des régions ont pris des engagements
engagement envers les partenaires européens. En 2010, ils ont dit on veut que dans l'Union européenne, globalement, on réduise le nombre de pauvres et de personnes en situation de précarité de 20%. Donc ça faisait globalement 20 millions à l'échelle de l'Union européenne. Oui. Pour la Belgique, ça signifiait que nous prenions l'engagement de réduire le nombre de pauvres de 380 000 personnes sur une décennie. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe que le chiffre n'a pas diminué, il a augmenté de 100 000 unités. Et quand on a vu l'interview peut-être du Premier ministre Charles Michel avant-hier soir sur la RTBF, il a dit en passant « Oui, bien sûr, on reste attentif à cet objectif et on va le réaliser ». Mais c'est complètement impossible à réaliser vu qu'il reste 2 ans. Même, on ne va même pas stabiliser le nombre de pauvres en Belgique par rapport à 2010. Et le pays est par contre devenu plus riche au cours de cette période en dépit de la crise. Mais c'est extrêmement pessimiste ce que tu nous dis ici. Il n'y a pas moyen de lutter contre cette pauvreté, c'est ça que tu nous dis. Puisque Charles Michel s'engage, et tu dis c'est pas possible. Non, le problème c'est qu'il n'y a pas d'envie politique, parce que ça supposerait de remettre en cause un certain nombre de politiques qui sont actuellement menées dans le domaine de l'emploi, du social, etc. Lorsque l'on voit que l'on accorde davantage d'importance à lutter contre la fraude sociale, qui ne permettrait de ramener que quelques 100, 200 millions peut-être d'euros dans les caisses, alors que la fraude et l'évasion fiscale représentent des montants considérablement plus importants. Donc il y a vraiment un problème de priorité politique. Oui, c'est ça, c'est lutter contre les Panama Papers et autres papers, quoi. Donc, oui. Et donc ça, c'est vraiment une volonté politique de ne pas s'attaquer à ce type de chantier-là. Sur quoi ils se basent ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas envie de lutter ? C'est rentable la pauvreté ? C'est une bonne question. Puis je pense qu'il y a également, outre un problème politique, que cette sensibilité-là, cette priorité n'est pas dans les gènes des partis qui nous gouvernent, il y a également un problème d'éclatement, d'éparpillement des compétences, puisqu'on voit des ministres sociaux, des ministres de l'emploi, tantôt au niveau de la région, tantôt au niveau du fédéral. La communauté peut également intervenir. Puis quand on voit le box on sait pour discuter des allocations familiales, est-ce qu'un enfant égale un enfant, etc., comment on va transférer les compétences. Donc je pense que, outre le fait que non seulement ce n'est pas l'agenda politique parce qu'on n'a pas envie d'en parler, les gens qui dirigent le pays sont également plutôt attentifs à comment on va faire pour en fait transférer les compétences et bien gérer les choses, enfin plutôt que ça fonctionne, quoi, pour des résultats assez lamentables. Parce qu'on a un système qui n'avance plus politiquement, qui ne se développe plus, en fait. Probablement. Renaud Mas, pourquoi manger c'est comment ton titre, là Et si on mangeait les bébés pauvres ? Oui, c'est même une incitation pas la haine, mais enfin une incitation à manger des bébés pauvres, c'est quand même quelque chose. Mais je pense que tu reprends ça d'un auteur. Un auteur de Jonathan Swift, au tout début du XVIIIe, qui proposait par là de résoudre le problème de la crise alimentaire en Irlande. Et en fait, cette crise alimentaire, elle était liée au fait qu'il y avait des impôts terribles qui étaient prélevés par le gouvernement anglais sur les Irlandais. C'était notamment des prises directes dans les récoltes. Et donc, en fait, la réponse systématique par rapport à la situation de misère et par rapport à la famine du gouvernement local irlandais était de mettre en place des initiatives de charité. Et Jonathan Swift a proposé quelque chose de plus efficace, au final, histoire de démontrer qu'en fait, il y avait une absurdité, il y avait quelque chose qu'on ne disait pas, qui était que ces impôts étaient extrêmement écrasants et injustes. Et toute l'idée de ce texte que j'ai publié il y a maintenant un petit temps et qui revient à chaque saison, c'est ça qui est bien avec ce type de texte. Oui, donc il date effectivement du 18 décembre 2013. Voilà. Mais ce qu'il voulait dire, c'était... Mais en fait, c'est exactement le problème avec Viva for Life. C'est que, en fait, on propose des mesures qui sont finalement des gadgets par rapport à l'éléphant dans la pièce que personne ne va nommer et qui est un problème structurel d'inégalité avec en plus des caractéristiques très belgo-belges là-dedans, puisque effectivement personne ne pointe par exemple le fait que la répartition des différents niveaux de compétences participe d'un éclatement des dispositifs d'aide. Voilà un débat qu'on pourrait tout à fait mener dans le cadre d'une opération telle que celle-là. Ce serait intéressant de mettre tous les ministres responsables à un moment autour d'une table et d'essayer de pousser le débat. Mais évidemment, ça n'arrivera pas parce que c'est pas fun. Et puis c'est pas non plus dans l'esprit de Noël.
Parce que voilà, c'est ça aussi Viva for Life, c'est cet esprit de charité, un peu kitschoun, qui s'inscrit aussi dans une tradition particulière. Et ça, c'est aussi un autre élément que j'ai souligné dans d'autres types de papiers, qui est finalement, et qui derrière en fait aussi très très fort le discours des gens de CAP 48 qui sont derrière Viva for Life, c'est l'idée que finalement, en fait, ce serait pas mal de diminuer le rôle de l'État et de laisser les initiatives privées se développer pour gérer finalement l'entièreté de la société. Et il y a vraiment cette idée que pourquoi est-ce qu'on devrait continuer à payer des impôts alors que la charité pourrait très très bien gérer ce type de problème. Et l'avantage de la charité, c'est que c'est moi qui fais le choix de où je donne l'argent. Et donc finalement, c'est quand même plus fun que les impôts, où il y a tout un système étatique qui est un peu une boîte noire sur laquelle je ne contrôle pas bien. Voilà. C'est beaucoup plus chouette. Là, je peux décider vraiment que moi, ma priorité, c'est les bébés qui vivent sous le seuil de pauvreté. Maintenant, c'est devenu les enfants parce qu'ils ont quand même un peu amendé le discours pour le rendre moins... Et puis, ils ont grandi en 5 ans. Oui. Mais bon, il y a toujours autant de bébés en dessous du seuil de pauvreté. Il y en a d'autres qui arrivent. Mais voilà, ou alors moi, personnellement, je trouve que la lutte contre le cancer, c'est plus important. Alors, je vais plutôt donner au Télévis parce que ça me touche plus. Voilà, donc ça habilite aussi comme ça une espèce d'idée que les choix individuels seraient super. Alors, a priori, évidemment, ça repose sur une vision de l'État qui est particulière. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça marche pas. Alors, ça marche pas parce que ceux qui donnent, et ça, c'est super intéressant, quand on fait des études sociologiques sur le profil des donateurs, on se rend compte que ceux qui donnent le plus sont en fait ceux qui sont dans la classe moyenne et la classe inférieure. Et les tout riches, ceux qui bénéficient des mesures d'optimisation fiscale à plein pot, sont des gens en fait qui donnent très très peu à ce genre d'œuvres. Ou alors, s'ils donnent, c'est dans un but de vente d'une image, et ça reste toujours, mais extrêmement minoritaire, c'est une part infime de leurs revenus par rapport à ce qu'en fait, ils reversent au travers d'un système d'impôt progressif relativement bien pensé. Et donc, il y a là aussi quelque chose d'assez surprenant dans le dispositif, c'est que finalement, ceux qui passent le plus à la caisse sont ceux qui, potentiellement, sont même ceux qui sont visés par l'action. Alors, on a fait une enquête avec un pote sociologue sur les donateurs dans les cités à Charleroi. C'est fascinant, il y a des familles qui donnent la moitié de leurs revenus, en fait, d'un mois pour ce type d'action, parce qu'elles sont hyper touchées. Et en fait, elles sont exactement dans la définition du type de public cible de ces actions-là. Et donc là, on est dans des dynamiques circulaires qui sont absurdes et qui posent d'autant plus question qu'au passage, dans l'opération Viva for Life, il y a quand même des gens qui font des bénéfices. Alors, qui sont-ils ? C'est évidemment les sponsors qui ont accès à des pages publicitaires assez incroyables et qui écoutent leurs produits. Et donc, voilà, il y a quand même du placement de produits qui ne dit pas vraiment son nom, mais qui est bien présent dans le cube. Là, maintenant, c'est impressionnant d'aller voir le nombre de marques qui sont représentées. Et donc, ce que tu nous décris là, c'est vraiment une instrumentalisation de la précarité par des marques commerciales. Tout à fait, tout à fait. Mais oui. Et donc, un média public qui est payé justement par nos impôts dont tu parlais, qui fait le jeu de ces privés. Alors il faut bien aussi voir que c'est lié à la réduction progressive de la part de la dotation de la RTBF, donc de la dotation publique dans le financement de la RTBF. Donc plus on exige de la RTBF qu'elle ait des moyens complémentaires, plus évidemment elle a intérêt à se lancer dans ce type de démarche qui augmente à la fois l'audimat de manière sensible, et ça c'est quand même aussi un but de plus en plus répété à longueur de contrat de gestion. Il y a vraiment une injonction à ce que la RTBF augmente dans ses scores d'audimat, qui est quand même quelque chose qu'on pourrait interroger. Est-ce que c'est vraiment un objectif pour une radio publique de vraiment augmenter ses scores ? Et puis d'autre part, on réduit la part de la dotation et on exige de plus en plus qu'elle aille chercher des moyens complémentaires. Donc forcément, elle se retrouve aussi à se lancer dans ce type de business-là, parce que c'est un business, c'est le charity business. Ouais, j'en reste un peu sans voix de tout ce système si bien mis en place finalement. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que on a, vous entendre l'impression qu'on marche sur la tête. Bon, on en est à peu près tous convaincus ici, mais c'est des fois un peu
stupéfiant de constater, on en parlait tantôt, de voir le travail de décérébration de la RTB, quoi. Je veux dire, c'est pas logique, c'est vraiment le contraire. Donc, à limite, c'est ce que tu expliques. Tout à fait, mais donc il y a une volonté quelque part du côté RTB ou du côté politique. C'est le politique qui demande précisément de l'audimat ou c'est l'appareil RTB qui a des ambitions qu'il nourrit et qui demande de l'audimat? Mais donc c'est un peu les deux. D'un côté, on a quand même une direction de la RTBF incarnée notamment par Jean-Paul Philippot qui a une vision assez managériale finalement du service public. Oui, avant il gérait les hôpitaux. Voilà, oui, il avait aussi une vision assez managériale des hôpitaux. Oui, sûrement. Mais donc voilà, là on est dans une certaine forme de continuité. Mais il y a aussi effectivement l'impact assez évident du manque de financement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui pousse à avoir de plus en plus d'exigences avec de moins en moins de moyens assortis. Et donc forcément, on favorise le développement d'initiatives de type PPP, recherche de crowdfunding, etc. Vous savez, Paul Magnette avait lancé cette idée de faire un cofinancement quasi systématique dans le domaine culturel pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bon, pour finir, ça fait un flop parce que personne ne peut penser qu'on finance tous les théâtres, qu'on finance toutes les activités culturelles de la fédération via ce type de dispositif, mais il y a quand même vraiment cette volonté, face à l'absence de moyens, plutôt que d'exiger par exemple un refinancement de la communauté française, ce que, à part quelques vieux leaders étudiants, plus personne n'ose même envisager aujourd'hui. Faut bien faire quelque chose, et qu'est-ce qu'on fait? Alors on va vers ce type de solution. Puis ça s'inscrit aussi dans l'air du temps, moins d'État, plus de logique privée, voilà. Oui, tout à fait, non, c'est vrai, c'est vraiment consternant de voir cette évolution-là parce que ça ne s'améliore pas, quoi. En fait, d'année en année, on a chaque fois des opérations en plus qui s'ajoutent, de voice, etc. Enfin, on a vu arriver comme ça et fleurir une série de choses. Un système de tarification qui est très fort. Oui, tout à fait. Ce qui m'étonne, c'est que dans l'évolution même de Viva for Life, je veux dire, on est un pas plus loin de ce qu'on avait avant, quoi. Donc on avait Cap 48 avant, on avait, enfin on a toujours, on avait un peu les pépères, quoi, 11-11-11 qui revenaient chaque année, etc. Donc c'était des opérations qui visaient à lever des fonds, à arriver après le Télévis et déjà un peu plus défi, un peu plus fun, un peu plus chouette. Et là, on est carrément dans le délirant, quoi, totalement chouette, etc. Et tout. Et donc, quelque part, c'est vrai qu'il y a une évolution qui est une évolution qui correspond peut-être bien, comme tu le disais tantôt, à une attente quelque part où ça c'est généré socialement. Mais ce qui est étonnant, c'est que ceux qui devraient faire le travail justement de veille ne le font pas. Enfin, quelque part, à RTB, il y a quand même des gens qui réfléchissent. Je pense qu'il y a pas mal de journalistes, de ce qu'on disait tantôt, qui sont d'ailleurs assez mal à l'aise par rapport au jeu dans lequel ils sont en train de jouer. Donc il y a un malaise dans la profession aussi par rapport à ça, au niveau de ce média-là. Je ne sais pas si pour les autres, quand ils font ça, sur RTL, ils ont le même type de problème. Enfin, de toute façon, ils ne sont plus assez nombreux pour en parler. Donc, mais ça indique quand même pas mal de choses d'un État. Quand on demande à un service public de faire quelque chose qui privatise d'office, enfin quelque part qui est à contrario d'une logique d'un développement d'un État qu'on pourrait souhaiter normal. Enfin, on connaît l'histoire de la charité, c'était d'abord privé, puis ça s'est étatisé, et quand ça s'est étatisé, ça s'est égalisé, et là on revient, on reboucle, et on arrive à quelque chose où on est là dans de nouveau une espèce de solidarité de marché. C'est insensé. Même dans l'idée même d'un progrès, c'est totalement insensé. Mais pas pour tout le monde, parce qu'il y a quand même des économistes qui sont des gens qui ont une certaine influence aussi sur certains instituts d'études de partis, qui défendent très fort l'idée qu'il faut aller dans une logique de réduction des systèmes d'impôts et pour favoriser le développement de logiques de charité. Parce qu'il y a quand même toute une série de théories qui en fait remonte à un auteur qui est Gary Stanley Baker, qui est mon Nobel d'économie préféré, parce que il est vraiment très 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 à droite et tout à fait incapable de l'admettre. Donc il fait semblant d'être très scientifique toujours, et il pose les choses avec un langage extrêmement scientifique, mais en fait il est extrêmement réac dans sa manière d'écrire. Et puis il fait des courbes et tout, enfin, il est vraiment très amusant. Mais il a proposé cette idée fondamentale que pour lui, plus on réduit les systèmes
étatique, plus en fait, naturellement, il y a le développement de systèmes d'assurance mutuelle au travers de mécanismes de charité. Et qu'en fait, pour lui, le développement à partir des années 50 de dispositifs qui sont vraiment efficaces en termes de solidarité a comme effet négatif de réduire ces mécanismes adaptatifs qui sont d'ailleurs adaptés dans son idée dans une optique assez darwinienne. En fait, il reprend un darwinisme social très 19e, c'est assez amusant. Et en fait, ces théories-là, les théories sur l'efficacité des mécanismes de charité ont quand même rencontré l'intérêt de certains économistes phares. Et encore récemment, en fait, il y a une conférence de Jean Tirole sur la question. Vous voyez, le Nobel d'économie français assez connu. Il a donné une conférence là-dessus dans une logique de choix individuel, l'impôt versus la charité. Et il dit qu'en fait, une des manières de lutter contre le fait que les gens ne versent pas leurs impôts, qu'ils aillent planquer l'argent dans les paradis fiscaux, finalement, ce serait peut-être de réduire l'impôt pour favoriser les mécanismes de charité. Ouais, c'est le discours habituel de la droite économique, quoi. Oui, mais il y a un background là derrière, donc c'est des vieilles idées qui sont quand même assez présentes. Et puis c'est quand même des franges assez particulières de la droite économique. Toute la droite économique ne pense pas qu'il faut réduire complètement les impôts, que le rôle de l'État est de disparaître. Non, il y a aussi une droite d'État, comme on voit en France, qui occupe bien tout l'appareil. Oui. Mais par rapport à la revue Nouvelle, c'est quoi votre point de vue par rapport justement à la question des impôts? Il faut les réduire, il faut les augmenter, il faut les maintenir tels qu'ils sont. Est-ce que c'est un système qui fonctionne, le système des impôts? Olivier, est-ce que c'est important, les impôts? Évidemment, c'est du projet collectif que l'on poursuit. La revue Nouvelle est plutôt dans l'idée d'avoir davantage de prospérité partagée et pas de progresser vers une concentration des richesses. Pour ça, il faut garantir l'impôt, pour avoir des services publics forts, une protection sociale forte, etc. On critique toujours l'impôt du côté de l'hémisphère droit de la vie politique et économique, mais regardons un peu qui sont les pays en Europe qui lèvent le plus d'impôts. Ce sont les Scandinaves. Regardons maintenant les classements internationaux de la compétitivité mondiale, par exemple, ou bien ceux réalisés par le Forum de Davos, l'OCDE, etc., qui on retrouve dans le top 3 ou dans le top 5 les pays scandinaves qui prélèvent le plus d'impôts. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une relation entre cause à effet, quoi. Exactement. L'impôt peut avoir une utilité et les pays scandinaves montrent qu'il y en a une. Et pourquoi il y a moins d'évasion fiscale dans les pays scandinaves? C'est parce que les citoyens, les entreprises, etc., sont conscients que leurs impôts servent à quelque chose. Ils en voient quotidiennement les bienfaits parce qu'on finance des infrastructures qui servent à tout le monde, des écoles, etc. Même si parfois il y a des tendances à privatisation comme les chemins de fer en Suède. Voilà, mais globalement, l'impôt sert véritablement à quelque chose. Et ici en Belgique, on ne voit pas à quoi servent nos impôts? Non, et alors il y a quelques années, c'était il y a 3 ans, j'avais fait une petite étude qui consistait à relever les mots-clés qui apparaissaient dans les titres des journaux, des articles publiés dans Le Soir, L'Écho et La Libre. Donc on a des journaux plutôt généralistes, gauche, à gauche, centre, et puis également un journal typiquement économique, l'Écho. Et je regardais un peu, pour décrire une même problématique, quel type de mots on employait. Par exemple, cotisation sociale était un mot qui intervenait assez peu. On trouvait plutôt des termes comme charge sociale, avec une fréquence 5 fois plus grande. Autrement dit, on bourre dans la tête des gens des termes connotés très négativement, quelque chose qui est subi plutôt que voulu. On trouvait le cas pour toute une série de choses comme la dette publique, etc. On voit que c'est un fardeau qu'il faut réduire impérativement, mais on ne voit pas que la dette publique sert également à parfois financer l'investissement, que la dette vient par exemple du sauvetage des banques essentiellement, ou bien de mauvaises décisions politiques qui ont été prises dans les années 80, etc. Donc il y a également une culture journalistique qui incite à pourrir en fait l'idée qu'on peut avoir du collectif en fait. Alors justement, du point de vue culturel, on est un peu aux fraises, si vous me permettez l'expression, parce que là, on est avec différents indicateurs qui nous montrent juste que on arrive à un retour, à un arrière complet. On est dans la charité privée, on est dans un désinvestissement du rôle de l'État.
Donc tout ça est très juste. C'est la défaite de la gauche culturelle, ça en fait. On est en train de l'enterrer là aujourd'hui. Et là, il y a quelques-uns qui sont là pour gentiment nous aider. Parce que ça marche, quoi. Moi, je vois plein de gens. Non, Viva for Life, il ne faut pas y toucher. Attention, c'est important, etc. Et je comprends, et c'est fait avec beaucoup d'empathie pour les personnes qui le disent comme ça. Il n'y a évidemment rien de tordu dans tout ça. Donc, culturellement, c'est diffusé. Tout le monde le partage. Si vous me permettez, cette généralisation un peu abusive. Voilà, donc quelque part, on est dans cette défaite-là, ou pas, Renaud Mas? Je pense qu'il y a une défaite, mais il y a eu des renoncements aussi. Il y a eu toute une série de renoncements. Je pense qu'à partir du moment où des ministres de gauche, en particulier des ministres socialistes, ont repris dans leur discours toute une série de thèmes qui étaient dictés par la droite pour l'essentiel, forcément ils ont préparé un peu la défaite. On a publié, Olivier me le rappelle, un dossier sur la gauche en ruine l'année passée qui faisait un peu un état des lieux à ce niveau-là, et qui montrait notamment des dynamiques particulières au niveau européen sur certains votes de certains partis de gauche, dans un papier d'Olivier, qui sont, enfin voilà, où c'est hallucinant de se rendre compte à quel point la gauche peut s'aligner sur des calendriers, sur des thèmes de la droite. Voilà, je pense que... en fait, on parle souvent de défaite comme s'il y avait eu une réelle bataille, mais de mon point de vue, il n'y a pas vraiment eu de bataille livrée de manière systématique. Il y a eu énormément de capitulations a priori. Oui, c'est ça, c'est plutôt un recul en fait, finalement. Oui, et auto-infligé en partie. C'est parce que bataille, ça fait penser un peu grand complot, et donc non, je ne suis pas devenu tout à coup complotiste. mais attention, c'est perçu comme un réformisme, ces renoncements, hein. Donc certains en sont extrêmement fiers. On a modernisé le socialisme, la social-démocratie, parce qu'on a laissé tomber toute une série de choses, et qu'on regarde de manière très favorable la troisième voie à la Blair, à la Schröder, etc. Mais il y a eu des effets catastrophiques de mesures qui ont été prises par le gouvernement Schröder, le gouvernement de gauche au début des années 2000 avec les lois Hartz, qui ont profondément affaibli les syndicats et les travailleurs. Rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps en Belgique, on avait un Premier ministre, Élodie Roupeau, socialiste, ministre de l'économie, Johan van de Lannotte, socialiste, et sa collègue de l'emploi, socialiste également. Quand il fait des mesures qu'ils ont prises, c'était de trifouiller un peu l'index pour finalement ralentir considérablement l'évolution de l'indexation. Mais c'est proprement scandaleux. Pour moi, c'est un renoncement majeur à ce projet de prospérité partagée dont je vous parlais il y a quelques minutes. Oui, je comprends bien. Renaud ? Oui, je voulais rappeler, il y a ce petit bouquin publié par Paul Magnette qui s'appelle « La gauche ne meurt jamais ». Et en fait, c'est fascinant parce qu'il faut lire ce livre pour se rendre compte à quel point, en fait, il n'est pas de gauche. Parce que tous les fondamentaux de la gauche, ils se perdent complètement là-dedans. Donc, il est prêt à... Enfin, il est clairement blairiste à certains moments. Il critique très fort les syndicats. Et alors, il propose un modèle de développement qui est le modèle Ibiza. Et il dit, voilà, en fait... la culture de la fête est quelque chose de très positif. La culture de la fête, l'hédonisme des jeunes est quelque chose de très positif. Et c'est peut-être quelque chose que... Voilà, moi je ne veux pas le critiquer. Il dit, pour moi, c'est le meilleur rempart contre le totalitarisme. Alors, il va jusqu'à citer Hannah Arendt pour essayer de le légitimer. Donc, personnellement, moi, je ne vois pas ce que dans les grandes fêtes d'Ibiza... j'ai fait un peu de terrain sur certains types de grandes fêtes comme ça. Je ne vois pas ce que ça empêche en matière de totalitarisme. Donc, tu participes aux fêtes à Ibiza? Ah non, j'ai pas fait Ibiza, j'ai fait d'autres fêtes, mais voilà. Mais j'ai jamais vu en quoi ça empêchait le totalitarisme. Mais bon, je ne suis pas Paul Magnette. Mais ce qui est intéressant derrière, c'est cette idée, en fait, que le socialisme doit se redévelopper autour de l'hédonisme individuel et d'un esprit de fête, d'un esprit, voilà. Mais finalement, Viva for Life, on est là-dedans. On est dans le choix individuel, la fête, voilà. On va tous s'amuser sur la grande place de Nivelles, c'est super. Et donc, enfin voilà, je veux dire, c'est aussi ce type de discours politique-là qui amène forcément une légitimation de ce type d'action et de ce type de mode de pensée. Et c'est pour ça que ça me fait toujours rire quand on propose l'idée que Paul Magnette est une alternative plus à gauche à Élodie Roupeau. En fait, en réalité, on en est loin. On est plutôt dans cette ligne de modernisation. Bon, tu viens de flinguer une de mes dernières espérances, quoi, en fait, c'est ça. Ah, je suis désolé. Donc,
Mais il faut lire ce finalement- bouquin, c'est quelque chose d'assez incroyable en fait. Ça va au-delà du blairisme, parce qu'il y a justement cette dimension de favoriser un hédonisme permanent. En fait, on revient à des moteurs de l'économie définis dans les plus libéraux des pères du libéralisme politique, c'est-à-dire par les utilitaristes hédonistes du 19e, qui croyaient que seule la jouissance était le moteur de l'économie. Et en fait, c'est dingue, parce qu'il revient à ça, sans s'en rendre compte. Bah, c'est le fameux du pain et des jeux, finalement. Avec cette idée de la jouissance individuelle, hein, qui Qui est en est plus. centrale. Oui, puis on fera un peu attention au droit du pain en passant. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je dis, on dresse un tableau ici, on dresse une série de constats. Comment est-ce qu'on peut résister à ça? La désobéissance civile? Je lance quelque chose, ça fait rire Renaud, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'il y a moyen de résister ou pas? Question difficile, hein, Olivier. Ah, Renaud, je vois qu'ils hésitent. Renaud. Moi, je vous invite à lire le dernier numéro de la revue. Intervention Petite page de sociale pub. et solidarité. En fait, pourquoi? Parce que dedans, il y a des témoignages de travailleurs sociaux qui finissent par, en fait, court-circuiter un peu leurs institutions pour essayer d'aménager des espaces dans lesquels ils arrivent à redéployer une intervention sociale. Et en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve assez bien dans le secteur culturel, dans le secteur du travail social. C'est qu'on voit que un peu partout, il y a des gens qui développent des initiatives, qui sont un peu en porte-à-faux, qui arrivent à aménager des petits espaces et qui arrivent finalement à résister à des logiques plus globales qui ont l'air complètement implacables. Et pouvoir fédérer ces espaces est quelque chose de super important. Ce que vous faites ici, là, aujourd'hui, par exemple, c'est pour moi un moyen très efficace de résister avec toute la brochette d'invités qui à la base, se parlent même pas forcément. Certains détestant certains autres, historiquement, parce que issus de piliers, de machins, de trucs. Là, si on arrive à transcender ces choses-là et à se mettre ensemble, je pense qu'on peut tout doucement aller vers des alternatives. Mais dans cet article, dans ce dossier-là, il y a un article sur les solidarités qui conclut le dossier, qui est hyper intéressant parce qu'il pointe le fait qu'on a le développement de nouvelles formes de solidarité sous forme d'échanges qui échappent aux institutions traditionnelles, mais qui sont bien présentes et qui sont de plus en plus nombreuses. Et donc, on peut vraiment penser qu'il y a des phénomènes en fait, de résistance et de redéploiement de nouveaux modèles qui existent bien, sans tomber non plus dans demain. Mais c'est un peu, on est un peu au milieu de tout ça quand même. Hein. Demain, ça a été quand même un des axes, ou un des films en tout cas, qui a révélé une espèce d'attente, d'aspiration des gens. En même temps, je vois à peu près à quoi tu fais appel, notamment en tout cas, ou peut-être que pas, hein, mais je vais le dire tout de suite, c'est l'appel des appels. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait penser à ça, parce que c'est un des éléments forts. Mais ce qui est assez stupéfiant, c'est que, on a beaucoup d'initiatives à gauche. C'est chaque fois des initiatives avec 3 pelés, 2 tondus, mais il y en a beaucoup. Donc, à un moment donné, rassembler, c'est pas évident. Et j'ai l'impression que la défaite, effectivement, culturelle à gauche, elle est bien là. Et elle se marque bien, même s'il y a un dynamisme, une volonté de redémarrer, où il y a des haltères qui émergent, il y a des anards qui se bougent, etc. Il y a des squatteurs qui essayent de ne pas trop se laisser enfermer, si je puis dire. Un jeu de mots un peu con, mais enfin bon, bref, c'est quand même sur eux que ils ont quand même des petits problèmes pour le moment, en tout cas en termes justement de criminalisation. Enfin, tout ça devient un climat plus dur, et effectivement à gauche, on a on a toute autre chose, on a le côté flamand, la même équivalent, enfin ça partait d'ailleurs de là aussi, on a plein d'initiatives, et y compris la nôtre. Mais c'est puissant par rapport à ce qu'on peut être, ou encore on n'est pas très 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 fort réunis quand même. Il y a un problème sur la gauche, c'est qu'elle est complètement éclatée, quoi. Enfin, quand je dis la gauche culturelle qui pourrait résister à ce type de logique-là, quoi, hein, parce que c'est vrai qu'il faut encore préciser ce qu'on veut dire par gauche. Certains vont même plus loin que toi, disent qu'il n'y a plus de gauche. Hein. Donc, oui. Renaud, Olivier. Moi, ce qui m'inquiète justement dans ce débat, c'est un débat un peu méta sur la pureté d'être à gauche. Il y a quelque temps, on se souvient qu'il y a eu une polémique parce que Écologie, donc les jeunes d'écolo, avaient sorti une photo de Theo Franken déguisé en soldat nazi.
au motif qu'ils assimilaient Franken au nazisme pour les politiques menées en tant que secrétaire d'État. Et ça, c'est pas bien. Oui, mais enfin, attends, Franken n'était pas content parce que c'était un simple costume de soldat et même pas d'un chef SS. Hein, non, mais sérieusement, moi, ce qui m'a vraiment sidéré, atterré, détruit, c'est que ça donnait lieu à des polémiques incessantes entre progressistes disant « mais non, on ne peut pas dire que c'est extrême droite, parce que l'extrême droite, théoriquement, ceci et cela, etc. » Donc, on avait réussi à dévier le cœur du sujet qui était la politique de Franken sur quelque chose de plutôt sémiologique ou philosophique. Et tu te dis « mais c'est pas possible, on est vraiment con. On est vraiment con à gauche, parce qu'on discute des détails, des notes de bas de page, etc. » Alors que c'est pas ça. Le fond du dossier, c'est est-ce que la politique est bonne, est-ce qu'elle est humaine, est-ce qu'elle est conforme aux droits de l'homme, toute une série d'engagements pris au niveau international, est-ce qu'on est toujours dans le cadre de la Constitution, enfin c'est ça le truc, c'est pas, enfin voilà, et moi je suis vraiment mais détruit par ça. Moi je travaille essentiellement au niveau européen, et dans le dossier que Renaud évoquait tout à l'heure, dans le dossier La gauche en ruine, j'avais écrit un papier sur le fait que la gauche au niveau européen n'existe plus. Ce n'est pas une réalité, c'est un fantasme, la gauche. On voit que les sociodémocrates ont été gangrénés par des idées de droite. Regardez, par exemple, on a mené une grande bataille sur le TTIP, le CETA, les traités transatlantiques, etc. Ah, oui. Le premier promoteur de ces traités, c'était un social-démocrate qui était rapporteur au Parlement européen. Un social-démocrate. À côté de ça, on avait Maria Arena, PS belge, qui essayait de batailler pour dire « Oui, mais non, c'est pas bon, le TTIP, le CETA ». Et le gars, il vendait sa soupe, quoi. Bah oui. Donc, c'est consternant. Quand on voit également les présidents de l'Eurogroupe. L'Eurogroupe, donc, c'est le club des ministres des Finances de la zone euro. C'est le principal moteur de l'austérité en Europe. Regardez ce qui s'est passé en Grèce. Qui présidait l'Eurogroupe? Jeroen Dijsselbloem, qui est ministre des Finances néerlandais, socialiste. Enfin, c'est consternant. Donc, on ne voit plus la différence aujourd'hui entre la gauche et la droite. Certains diront finalement que c'est parce que les projets politiques doivent être subordonnés à des exigences de rigueur technique. Ils doivent avoir fait leurs preuves, ces projets, ces idées, ces propositions. Ils doivent être confortés par des analyses d'impact, des paramètres, des modèles, etc. Mais la définition même de ces modèles est un enjeu politique. Quand vous êtes, je rentre un peu dans la technique, mais quand vous définissez des équations pour dire le taux de chômage est égal à ceci fois cela, etc., vous devez pondérer les facteurs que vous prenez en considération, etc. Et ça, c'est pas... ça résulte du choix du chercheur qui n'est politiquement pas neutre non plus. On a tous nos propres opinions. Et c'est pour ça qu'il est important, notamment, qu'on puisse s'emparer des statistiques, qu'on puisse discuter, parce qu'on les interprète pas de la même manière. Et c'est comme ça que j'ai commencé tout à l'heure, quand j'ai dit le taux de pauvreté a diminué, c'est très bien. Mais en fait, il a augmenté pour les femmes, diminué pour les hommes, et donc il y a des conséquences à long terme. C'est pour ça que les chiffres ont du mal à résumer la réalité. Or, le problème, c'est que le politique, aujourd'hui, il se tourne trop fréquemment vers les chiffres qui sont censés résumer pour lui une situation qui est extrêmement complexe. Mais voilà, Vivacité, Viva for Life, ça ne marche pas. Ça touche juste où qui paye, qui contribue, c'est les classes inférieures et moyennes. On peut retenir, notamment. J'avais encore une question pour réagir par rapport à ce que tu disais. Donc tu dis, finalement, droite-gauche aujourd'hui, c'est difficile, ils sont peut-être un peu tous au centre, là, quelque part. C'est un peu difficile de faire vraiment des différences. Enfin, c'est ce que j'entendais que tu disais. Est-ce que l'émergence, d'une part, de partis comme le PTB, et d'autre part, pour les communales ici, il y a pas mal d'émergence de groupes citoyens qui se constituent en groupe et qui vont se présenter aux élections. Il y en a ici sur Nivelles, il y en a sur Ytre, il y en a sur une série de communes ici sur le Brabant wallon. Est-ce que c'est des pistes, quelque chose de concret qui se met en place et qui pourra peut-être amener des changements finalement dans le paradigme politique? À ma connaissance, le PTB a toujours dit qu'il n'accepterait pas d'exercer le pouvoir à moins d'avoir la main sur tous les leviers, ce qui n'est pas vraisemblable en Belgique vu qu'il faut 3 voire 4 partis pour constituer un gouvernement. Donc ça ne me semble pas réaliste de partir dans cette hypothèse-là. Les listes dites citoyennes, oui, pourquoi pas, mais pourquoi pas, à vrai dire, je n'ai pas vraiment d'avis parce que je ne voudrais pas non plus donner l'impression que je suis
contre parce que, enfin, moi j'ai du mal à y croire parce que il faut être certes motivé, il faut de la militance, mais il faut également un minimum d'expérience quand on veut aborder les sujets. Par exemple, si on veut être un échevin au budget, ça ne suffit pas de dire je veux de la transition, je veux plus d'égalité. Il faut également pouvoir manipuler les chiffres, prendre conscience des enjeux locaux qui dépassent parfois les frontières de la ville dont on veut s'occuper en raison des flux de nafteurs. Par exemple, à Nivelles, il y a un Nivellois sur 7 qui travaille vraiment à Nivelles. Donc, ce qui veut dire que 6 Nivellois sur 7 travaillent en dehors, à Charleroi, à Bruxelles, à Namur. Donc il y a des bassins de vie qui sont beaucoup plus amples que la ville de laquelle on réside. Donc il faut intégrer tout ce genre de problématiques. Je ne dis pas que les politiques le font beaucoup mieux, je ne crois pas. Je ne suis pas sûr que les listes citoyennes impulseront de sérieux changements à cet égard-là. Renaud, par rapport à cette même question, est-ce que les listes citoyennes, est-ce que c'est à la rigueur la marque d'un changement qui est en cours ? Pour moi, c'est trop tôt pour le dire. Enfin, je pense pas faudra attendre un peu. Et avec du recul, ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a une perte de légitimité des partis traditionnels dans une grande partie de l'opinion. Ça, on a des chiffres qui le montrent. Et ça, c'est un changement. Maintenant, est-ce que du coup, ça constituera une alternative qui va susciter l'adhésion ? Est-ce que ça va fonctionner. C'est beaucoup trop tôt à ce stade pour le dire. Ce qui est intéressant, ceci étant, c'est que c'est vrai qu'un peu partout en Europe, on a quand même des mouvements de réappropriation, enfin de volonté de réappropriation sur des territoires qui sont assez marqués. Le problème de ces mouvements, c'est qu'ils peuvent aussi être très justement incapables de voir la manière dont les territoires interagissent les uns par rapport aux autres. Ils sont aussi souvent très centrés sur le groupe de citoyens concernés qui finissent par en oublier que peut-être qu'il y a des mécanismes de solidarité qui ont un sens à une échelle un peu plus grande. Voilà, je donne toujours cet exemple-là parce que beaucoup de gens m'ont interpellé sur la question catalane. C'est vrai que une grande partie des gens très à gauche ont défendu l'idée qu'une indépendance catalane était excessivement positive parce que ça permettait d'avoir un terrain géré directement, de manière beaucoup plus directe, sortant d'un État franquiste qui est complètement centralisé, hyper dur et tout. Mais le problème, c'est que ça pose pas la question de la solidarité entre les régions espagnoles, par exemple. Voilà. C'est toujours cette question-là. C'est bien la réappropriation d'un territoire, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport aux territoires qui sont autour ? Comment est-ce qu'on les imagine ? Et là, on peut vite arriver dans des mécanismes où, en fait, ces réappropriations sont aussi un repli sur soi-même. Et donc, moi, je pense qu'il faudra vraiment prendre le temps de voir comment ces mouvements-là se développent, voir comment ils arrivent à se mettre en réseau, voir éventuellement comment ils se raccrochent à des partis traditionnels qui seraient peut-être amenés à s'ouvrir. Enfin, il y a plein de choses, mais ça on verra. Mais moi je reste optimiste. Hein, Vraiment ? Ah oui, vraiment. C'est merveilleux. Ça. Ah non, mais je pense qu'on n'a jamais perdu. C'est quand même bien toi tantôt qui a dit que les réformes de l'État avaient rendu l'appareil Belgique assez peu gouvernable, mais tu restes... Alors tu vois la suite comment alors ? C'est pour rester optimiste sur ce point-là par exemple. Je pense qu'à un moment, quand un système est ingouvernable, il y a des transitions qui se font, sans tomber non plus dans une logique purement déterministe. Mais enfin, les crises provoquent des transitions, donc voilà. Après, je suis optimiste par volonté, hein, pas par science. Hein, parce que si on se pose en sociologue, là c'est horrible. Oui, là on peut pas être positif. Enfin, beaucoup de tensions, de crispations nationales, internationales se sont traduites par des guerres aussi. Oui, tout à fait. Donc oui, ça rend un peu moins optimiste. Mais je pense vraiment qu'il y a moyen aussi de proposer des alternatives, de construire des alternatives, qu'il y a des capacités de mobilisation et qu'il ne faut pas renoncer a priori. Ce qui est finalement aussi une caractéristique assez marquée d'une série de partis sociodémocrates qui, du coup, ont été de renoncement en renoncement parce que on allait comme un pas livrer ces guerres-là. On allait de toute façon les rater. Effectivement. Nous, par exemple, nous, on est optimistes. On se dit que l'année prochaine, on sera beaucoup plus nombreux parce que ça va quand même pas s'arrêter via For Life. Et donc, là, maintenant, on est en train de faire un tour de chauffe général pour avoir une bonne opération l'année prochaine.
Voilà. Et l'année prochaine, on fait 2 jours complets. Olivier, toi, tu voulais aussi ajouter quelque chose pendant que Renaud Oui, intervenait. donc qu'on se comprenne bien, si j'exprimais un certain scepticisme a priori sur la liste citoyenne, je crois que l'une des voies de sortie qui sera incontournable sera de mieux respecter et écouter les citoyens. C'est un peu tarte à la crème, mais j'ai deux exemples. Le premier, c'est durant la campagne des élections menant à 2014, aucun parti n'a annoncé qu'il était en faveur d'une réforme des pensions. Moins de 6 mois après, qu'est-ce qu'on fait? On dit on va réformer les pensions et l'index. Ce n'était dans aucun programme électoral. Donc pour moi, c'est se moquer du citoyen. C'est absolument inadmissible. Deuxième chose, quand je dis redonner la possibilité aux citoyens de s'impliquer concrètement, ça peut passer par, au niveau communal, il y a des élections dans moins d'1 an, la mise au point de budget participatif. Autrement dit, imaginons que vous soyez bourgmestre, que vous ayez le projet de réaliser un investissement public de 500 000 euros, ce qui est quand même considérable, ou même 100 000 euros, eh bien, on fasse une espèce de mini-référendum dans la ville pour voir si les citoyens sont bien au clair quant au projet et que, en tant que contribuables, ils vont financer ce projet. Est-ce que ce projet sera bénéfique pour l'ensemble de la collectivité ou pas? Ça me semble 2 pistes... C'est exactement ce qu'on essaye de faire avec la coordination éducation permanente quand on fait ce projet que vous avez devant vous, la boîte aux lettres ici, qui s'appelle Enragez-vous, engagez-vous et puis votons. C'est une simple opération, mais c'est une opération qui fait beaucoup de bruit et qui quelquefois remue un peu alors qu'elle est totalement neutre. Hein. C'est juste proposer aux gens de se parler. Mais effectivement, organiser quelque chose pour que les gens se parlent vraiment, ça... Tout le monde ne l'apprécie pas de la même manière, on va dire. Bien, il est l'heure. On arrive doucement à la fin de cette émission. Hein, donc cette émission qui s'appelait Mangeons les bébés pauvres. Un mot de conclusion, Olivier? Joyeuse fête. Merci. Renaud? Rajoute pas bonne année. Hein. Très très vite. Je pense qu'il faut aussi... Il y a un truc qu'on n'a pas dit mais qui est essentiel, c'est que il y a quand même un truc fondamental dans une idéologie dominante, c'est que la pauvreté est indispensable. Et je pense que ça, il faut le répéter, c'est ça le mot de la fin idéal. La pauvreté, il y a moyen de lutter contre, il y a moyen de l'abolir. Et c'est quelque chose qu'il faut marteler encore et encore. Mais si on l'abolit, qu'est-ce qui va se passer? Parce que tu dis qu'elle est indispensable. Il y aura de l'égalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une situation forcément inégalitaire. La pauvreté n'est pas inéluctable. Ce n'est pas une fatalité. Voilà. Et donc c'est sur ces mots-là qui sont profondément optimistes. Thierry, tu veux dire un dernier mot de conclusion ou alors on passe à la petite surprise? Je vais faire comme Olivier, hein, et bonne année alors. Hein. Ok, c'était pour ça qu'il ne pouvait pas dire le mot, c'était pour pouvoir le garder pour toi. Merci Thierry. On continue, on a la chance d'avoir avec nous Emeline Toucourt qui vraiment nous fait l'honneur de sa présence ici toute la journée et qui vient... Oui, mais tes textes sont bien interpellants. Et donc, avant de te donner la parole avec ton accordéon, tu es bientôt en concert, me semble-t-il. Demain. Demain, où ça? Demain au magasin 4. Profitez-en avant qu'il soit rasé par la ville de Bruxelles, dans la joie et la bonne humeur. Et donc demain, on fait la fête avec toi à partir de 19h, me semble-t-il, au magasin 4. Hédonisme donc, mais éclairé toujours. Hein, voilà. Je te fais l'annonce complète. Hein. Emeline Toucourt ouvrira la boum de Noël 2017 avec son accordéon, un pas marqué magique, et ses chaussons fracassants. Ah non, ses chansons fracassantes, excuse-moi. les chaussons, elle les a laissées auprès de la cheminée. Des belles godasses aussi, mais c'est pas c'est ça, c'est pas mal non plus. Elle n'a ni batterie, ni guitare, ni basse, mais on peut compter sur elle pour allumer le punk qui sommeille en toi, en nous, et qui n'attend que ça. Ne rate pas son concert, tu le regretterais. La boum, c'est samedi 23 décembre au magasin 4 avec René Binamé dans Daniel Hélin et ses binamés avec Stigmate et Cavas. Eh bien, Emeline. Vas. Bon, allez, Vas. Mais en tout cas, le micro, dans l'alcool. Il est à toi, le micro, maintenant. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, cool. Je suis désolée les gars, mais je vais pas rester longtemps. C'est pas de la paresse, loin de là de plus. Vous êtes vraiment charmants. D'ici vous êtes tellement jolis, surtout ceux que je vois de loin. En tout cas, c'est vraiment gentil d'avoir écouté mes refrains enfin. Vous comprendrez bien que consciemment, c'est pas contre vous, la conjoncture actuelle fait qu'il faudrait être complètement fou pour rester debout sur une scène à chanter des trucs engagés dans cette ambiance.
malsaine ce climat d'insécurité, car en vérité, j'y consens, c'est une nouvelle épineuse qu'en un mot comme en 100, je me dois de vous livrer. J'ai du mal à le concéder, mais je dois faire l'aveu bien triste. Il semblerait que parmi vous, il y ait des terroristes. Ne paniquez pas, madame, oh non, ne pleurez pas, monsieur, car s'ils en voulaient à nos âmes, nous serions déjà tous aux cieux. Ils sont pas de service aujourd'hui, mais je suis certaine qu'ils sont là tapis dans l'ombre. Ils nous observent, analysent le moindre faux pas. Regarde ton voisin de gauche, sérieusement, mate un peu sa tête, ne trouves-tu pas qu'il a l'air louche, trop souriant pour être honnête? Et maintenant ton voisin de droite, il a pas l'air un peu stressé, il vient d'éviter ton regard. Comportement suspect, car en vérité, j'y consens, c'est une nouvelle épineuse qu'en un mot comme en 100, je me dois de vous livrer. J'ai du mal à le concéder, mais je dois faire l'aveu bien triste. Il semblerait que parmi nous, il y ait beaucoup de têtes de terroristes. Ok, tout le monde reste calme, ceci n'est pas un exercice. Ne cédons pas à la panique, mais tirons la sonnette d'alarme. Quiconque ici qui est connu, reconnu, ou bien deviné un quelconque comportement suspect doit le dénoncer, toi. T'as pas pleuré pour Charlie, toi. Les infos t'ont fait marrer, toi. T'es pas allé dans la rue pour l'expression de ta liberté, toi. Avant les attentats, tu connaissais même pas Cabu. Putain, mais vous êtes tous suspects. Qu'est-ce qu'on fait? Car en vérité, j'y consens, c'est une nouvelle épineuse qu'en un mot comme en 100, je me dois de vous livrer. J'ai du mal à le concéder, mais je dois faire l'aveu bien triste. Si on a tous été Charlie maintenant, tous potentiellement terroristes. Tous potentiellement terroristes. Bravo à tout grand bravo. C'était donc Emeline tout court, que vous pourrez retrouver demain au magasin 4.